Alors, l'Amazonie, un nom qui évoque tout de suite des images puissantes. Pour ce décryptage, on va plonger ensemble au cœur d'une histoire immense, une histoire où l'ambition humaine se heurte à l'avenir de notre planète. Et avant de parler des problèmes, il faut d'abord regarder ça. Il faut prendre un instant pour visualiser ce qui est en jeu. Cet océan de verdure, à perte de vue. C'est bien plus qu'une simple forêt, c'est un monde en soi. Alors voici le programme. On va d'abord prendre la mesure de ce géant naturel, ensuite on verra comment il est devenu une frontière à conquérir, on analysera ce qui pousse à sa destruction, comment on surveille tout ça depuis l'espace, et enfin on se posera la question de son avenir. Bon, première étape. Et quand on dit que l'Amazonie est un géant, le mot est presque faible. C'est une échelle qui dépasse l'entendement. Pour s'en rendre compte, rien de tel que quelques chiffres. C'est assez fou. Déjà, ça couvre 60% du territoire brésilien. C'est énorme. Mais son influence va bien au-delà. On parle de 15% de toute l'eau douce de la planète et peut-être même 20% de toutes les espèces vivantes. C'est dire si ce qui se passe là-bas nous concerne tous. On a tous entendu cette expression, hein. L'Amazonie, c'est le poumon de la Terre. Bon, en réalité, c'est un peu plus complexe. L'image est belle, mais elle n'est pas tout à fait juste. Son vrai super pouvoir, c'est plutôt celui d'un gigantesque climatiseur qui régule les températures et stocke une quantité astronomique de carbone. Et ça, c'est vital. Et il y a ce phénomène, un concept absolument fascinant, les rivières volantes. En gros, la forêt transpire tellement d'humidité qu'elle crée ses propres fleuves, mais dans le ciel. Des fleuves de vapeur d'eau qui vont ensuite arroser une bonne partie du continent. C'est incroyable. D'accord. On a donc ce géant naturel au pouvoir extraordinaire. Alors la question c'est, comment en est-on arrivé à parler de crise? Comment cette immensité sauvage est-elle devenue une frontière à conquérir? Pour le comprendre, il faut regarder l'histoire récente. On peut identifier 3 grands tournants. D'abord, à la fin du 19e siècle, le boom du caoutchouc, qui connecte pour la première fois l'Amazonie au reste du monde. Puis, un virage à 180 degrés dans les années 60 avec la dictature militaire qui lance une colonisation massive. Et enfin, en 1988, un drame, l'assassinat de Chico Mendes, qui va provoquer un électrochoc mondial. Ce slogan de l'époque, il résume toute une vision du monde. Une terre sans hommes pour des hommes sans terre. C'est terrible et puissant à la fois. Ça montre bien que la forêt n'était pas perçue comme un écosystème vivant, mais comme un espace vide, un vide qu'il fallait remplir. Et cette vision a été gravée directement dans le paysage. Regardez cette carte. Cette longue ligne, c'est la fameuse route transamazonienne, une véritable balafre au milieu de la jungle. C'est elle qui a servi de point de départ à ce qu'on appelle aujourd'hui l'arc de la déforestation, toute cette zone en forme de croissant où la forêt recule le plus vite. Bon, ça c'était le comment historique. Maintenant la question clé, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui, concrètement, pousse à raser la forêt aujourd'hui? Quelles sont les forces en jeu? Les raisons sont multiples, bien sûr, mais si on regarde de plus près, quelques grands responsables se détachent très nettement. Le premier et de loin, c'est l'élevage de bétail. On coupe les arbres pour faire de la place aux vaches. Ensuite vient l'agriculture industrielle, le soja notamment. Et puis il y a les routes, les barrages, et un moteur plus sournois, la spéculation, où l'on défriche juste pour s'approprier la terre. Et voilà ce que ça donne vu du ciel. Le contraste est saisissant. À gauche, la forêt vierge, dense. À droite, ce motif qu'on appelle en arête de poisson. C'est la signature de l'avancée humaine. On perce une route principale et à partir de là, on taille des parcelles de chaque côté. C'est méthodique, presque chirurgical, et ça grignote la forêt sans relâche. Et au bout du processus, on obtient cette image. On est passé de l'écosystème le plus riche en biodiversité de la planète à ça, un simple pâturage. C'est plus qu'un changement de paysage, c'est une transformation radicale de la fonction même de la Terre. Alors, une question se pose. Comment sait-on tout ça avec autant de précision, presque au mètre près? Eh bien, la réponse, elle se trouve très, très haut au-dessus de nous, dans l'espace. C'est grâce aux satellites. Depuis l'orbite, impossible de se cacher. On voit tout. Chaque nouvelle coupe, chaque incendie. C'est un œil objectif, impartial, qui surveille la forêt en permanence. Et il faut le souligner, le Brésil est un vrai pionnier en la matière. C'est son agence spatiale, l'INPE, qui est à la manœuvre. Elle a développé plusieurs outils très performants. Il y a PRODES, qui fait le grand bilan annuel, la photo de famille si on veut, et puis il y a DETER, qui est un système d'alerte ultra rapide, en quasi-temps réel, pour que les autorités puissent intervenir. Et d'autres systèmes encore, qui trinquent les dommages plus subtils. Et quand on compile toutes ces données, ça raconte une histoire fascinante. Regardez cette courbe sur 20 ans. Au début des années 2000, la déforestation explose.
Puis, à partir de 2004, une chute spectaculaire. Pourquoi? Des politiques publiques très volontaristes. Et malheureusement, on voit que depuis quelques années, la courbe est repartie à la hausse. C'est la preuve implacable que les décisions politiques ont un effet direct sur la forêt. D'accord, on a vu l'écosystème, l'histoire, les causes et les outils de mesure. Il nous reste la question la plus difficile et la plus importante. Et maintenant, quel avenir pour l'Amazonie? En fait, tout se joue sur un équilibre hyper délicat, une tension permanente entre trois pôles. D'un côté, la souveraineté du Brésil, c'est son territoire après tout, de l'autre, les besoins légitimes de développement économique. Et enfin, la responsabilité mondiale face à un écosystème qui est crucial pour la planète entière. Concilier les trois, voilà le casse-tête. Cette carte, c'est un peu la carte du champ de bataille actuel. En vert, ce sont les forteresses, les parcs nationaux, les territoires indigènes. On voit qu'ils agissent comme de vrais remparts. Et tout autour, en rouge et en orange, c'est la ligne de front, là où la pression est maximale et où la forêt recule. Mais au milieu de tout ça, il y a un chiffre qui est porteur d'espoir. Malgré des décennies de pression, environ 80% de la forêt amazonienne brésilienne est encore debout. Oui, 20% ont été touchés, c'est colossal, mais ça veut aussi dire que l'essentiel est encore là. La partie n'est pas finie. Sauf qu'on est dans une course contre la montre. Les scientifiques nous alertent sur ce qu'ils appellent un point de basculement. C'est un concept crucial. C'est le seuil au-delà duquel la forêt serait tellement abîmée qu'elle ne pourrait plus générer sa propre pluie et commencerait à se transformer d'elle-même en savane. Un point de non-retour. Ce qui nous laisse avec cette question, toute simple et pourtant vertigineuse. Une question qui va définir les années à venir pour le Brésil, mais aussi pour le reste du monde. Jusqu'où? Jusqu'au bout de la forêt?